La passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Moran. Chapitre 11. Le fonctionnaire au ruban de pourpre a quitté la poussière du monde afin de trouver le repos dans la montagne pure, sur les nattes de Brahma, le dieu Fan qui, du fil doré de sa doctrine, nous guide sur la voie et nous aide à franchir, sur le précieux radeau de la loi, le torrent des passions aveugles. Les chapiteaux des arbres de la chaîne s'élèvent et percent le ciel. Les fleurs de la falaise descendent jusqu'aux sources des vallons. La tour du temple est découpée comme le reflet de la lune sur la mer, et ses étages s'élèvent, étranges, des vapeurs du fleuve. 3 jours, j'ai vécu dans une atmosphère d'encens, pendant que les échos des cloches se pourchassaient de vallée en vallée. Les lotus, ces perles de l'automne, sont déjà pleins, et les pins, pour la première fois,
arrondissent mystérieusement leurs fruits. Les oiseaux s'assemblent ici, sans doute pour écouter la loi. Les dragons, enroulés sur les colonnes, semblent partager mes méditations. Il ne manque que les harmonies de l'eau qui coule, évoquées sur les cordes d'un luth par un ami. Li Pao. Les nombreux passants qui flânaient toujours sur la place du marché des légumes s'arrêtaient ce jour-là, non sans surprise, devant le pavillon du bonheur sans limite, la maison de liqueur la plus renommée de la capitale. Un tapage inusité retentissait dans la salle supérieure, et comme les nouveaux venus demandaient quelle était la cause de tout ce bruit, les coureurs de salle leur répondaient. Ce sont les 8 immortels dans le vin qui donnent un dernier festin à leur ami Ruo Chang de la forêt des pinceaux. Un dernier festin demandait-on. Mais oui, vous ne savez donc pas qu'ils quittent la cour et se retirent dans un monastère du Tao pour étudier la doctrine du sage Lao Tse? Dans la pièce du haut, Ruo Chang était assis à la place d'honneur, ayant à sa droite le prince de Juyan, petit-neveu de l'empereur. À sa gauche était Li Ti, qui venait d'être nommé ministre de la gauche. Puis venait Tsre Tsuangche, duc de Tsri, et connu pour sa beauté rare. Su Xin, fervent bouddhiste, gardien suprême du prince impérial. Li Pao, toujours entre deux vins. Chang Xiu, constamment grisé par les beautés de l'écriture et transporté par l'enthousiasme au point d'en oublier les rites. Xiao Sui, qui ne pouvait dire un mot quand il était à jeun, mais dont les réparties vives partaient comme des vols de flèches quand il était ivre. Il y avait encore Toufu, censeur et poète, Mongrao Jan, dont l'inspiration fraîche et délicate était alors célèbre à la cour et dans tout l'empire. Wang Changling, renommé pour ses stances impeccables. Les poésies et les chants, déjà, se mêlaient aux plaisanteries et aux joyeux propos. Chacun riait aux larmes de la dernière aventure de Ruo Chang. Figurez-vous, racontait-il, qu'il y a 3 jours, je revenais d'une excursion dans la montagne. J'étais, bien entendu, enthousiasmé par la splendeur de la nature et par le vin généreux du monastère. Je roulais sur mon cheval, voyant partout des étoiles, quand, m'étant penché pour admirer la lune naissante dans le miroir d'une citerne, je voulus, dans l'excès de mon amour, embrasser l'astre des nuits. Et je me réveillai le lendemain matin au fond du puits, heureusement presque vide, la moitié du corps baignant dans l'eau glacée. Quand les rires furent un peu calmés, le prince Juyan s'écria. Et moi, savez-vous ce qui m'est advenu au dernier festin de l'empereur? J'avais tellement bu que je ne pouvais plus bouger. Quand le signal fut donné de se lever, impossible de remuer. Oh, le fils du ciel était debout, et moi j'étais encore assis. C'était la mort si je n'avais eu l'idée de me laisser rouler à terre et de frapper le sol avec mon front, feignant de refuser mon pardon afin de pouvoir rester à terre. Notre sage souverain a bien vu la vérité. Il a ri et, donnant l'ordre de me soutenir jusqu'à mon équipage, il ajouta qu'il m'enverrait un jour gouverner la province de Tsiutshuan, la source du vin. Et notre ami Li Pao, clame Wang Changling, vous a-t-il décrit sa figure incroyablement comique quand, appelé l'autre jour pour une promenade en bateau sur le lac des Lotus Blancs, on l'amena, ivre comme de coutume, jusqu'à l'embarcadère. Oh, notre nouveau maréchal, Kaoliche, le soutenait. Mais jamais on ne put réussir à le faire monter dans la barque sacrée. En vérité, chante Tofu au milieu des exclamations joyeuses, vous êtes vraiment des immortels dans le vin, et je veux chanter vos originalités afin que, jusqu'à la fin de l'univers, votre nom soit célébré. Écoutez tous. Ô roi Chechang, tu es sur ton cheval comme sur une jonque ballottée par les flots. Tes yeux voient des fleurs. Tu tombes au fond d'un puits et tu sommeilles même dans l'eau froide. Le prince Zhuyang épuise 3 boisseaux de liqueur avant de se prosterner devant le ciel. Sur son chemin, il voit un pressoir et l'eau lui vient à la bouche. Il déplore de ne pouvoir échanger son fief contre celui des sources du vin. Li Ti, le ministre de gauche, pour l'enthousiasme d'un jour de fête, dépense des myriades de tsiennes. Il boit comme une baleine géante et viderait bien 100 fleuves de vin. Il lève sa coupe et,
dans la joie de la connaissance universelle, il déclare avoir fui pour toujours la sagesse de la sobriété. Ô Tsui Changche, élégant, gracieux dans tout le charme de tes jeunes années, en levant ta coupe, tu montres le blanc de tes yeux, car tu contemples le ciel azuré, et tu brilles comme un arbre de jade qui se balancerait dans le vent. Su Tsin a jeûné longtemps devant le dieu faux voilé, et même dans son ivresse, de temps en temps, il aime à s'isoler dans une méditation. Pour toi, Li Pao, dans une boisson de vin, tu trouves 100 poèmes. Mais sur le marché de Chang'an, tu dors sous des tables. Et quand le Fils du ciel t'appelle, tu ne peux même pas monter dans sa barque. Et tu balbuties. Votre humble sujet est un immortel dans le vin. Chang Xiu, après 3 tasses, acquiert une connaissance divine de l'écriture rapide. Il rejette son bonnet et laisse voir son crâne, même au prince et au duc. Et les traits parfaits tombent sur le papier, légers comme les nuées et les vapeurs. Pour toi, Xiao Sui, après 5 boisseaux, tu te carres sur tes coudes. Tu bavardes à haute voix, et tu discutes avec violence à la grande stupeur de ceux qui sont assis sur les 4 côtés de la table. Les applaudissements éclatent, pendant que Mongrao Jan achève d'écrire sur le mur blanc les strophes de Tofu, à côté de 100 autres poèmes. Admirable, admirable, dit l'un. Et voyez comme il a disposé les noms selon le rang. D'abord Wao Che-chang, membre de la forêt des pinceaux, puis le prince, le ministre, le duc. Oh, quel souci des rites, même dans l'excitation de l'ivresse et de l'inspiration poétique. Les exclamations se calment quand, sur la place, retentissent soudain des cris et des appels avec le bruit d'une cavalcade et des grincements de roues. Un des hôtes ouvre une fenêtre et s'écrie. Un convoi des frontières. Allons, allons voir de plus près. Et, renversant leur coupe dans leur hâte, les convives descendent l'étroit escalier, traversent la place et s'alignent parmi la foule le long de l'espace vide que les longs fouets de la police gardent contre l'envahissement des curieux. Des troupes victorieuses revenaient d'une expédition dans le désert de Mongolie contre le Chan Yun, le Khan des Rohirrim. Les hommes, dans leurs cuirasses, étaient couverts de poussière, portant la longue lance à crochet et la lourde épée avec l'arc et le carquois. Ils étaient chargés de fourrures précieuses, avec des ornements d'or et d'argent, dépouilles de l'ennemi. Mais le plus lourd du butin se trouvait sur les chariots qui suivaient le convoi. Les acclamations retentissent sur le passage des vainqueurs. Les femmes, toujours amoureuses de la force et du succès, laissent sans pudeur leur regard s'attarder sur les guerriers. Derrière le premier régiment, un char passe, portant une caisse de claire-voie, dans laquelle se tient accroupi un officier à la figure noble et ouverte, quoique assombri par la honte et la mélancolie. Li Pao ne peut s'empêcher d'éprouver aussitôt une sympathie profonde pour le captif. Il s'avance, questionnant les gardiens, mais l'officier lui-même répond d'une voix d'airain. Je suis Kuo Tsie. Mon cheval a été tué sous moi et m'a immobilisé sur le sol en tombant. Fait prisonnier et délivré par nos troupes, je dois être exécuté sur la place publique pour effrayer les soldats tentés de se rendre à l'ennemi. Li Pao n'en demande pas davantage. Il crie au gardien. Arrêtez, arrêtez! Ah, je me porte caution de cet homme. Ouvrez sa cage et si, demain, le Fils du ciel ne m'a pas accordé sa grâce, il reviendra, ou bien je m'engage à périr à sa place. L'escorte s'arrête, irrésolue. Mais la foule connaît la faveur illimitée dont jouit le poète et crie. Oserez-vous désobéir au plus illustre membre de la forêt des pinceaux? Le chef donne un ordre bref, et la cage est ouverte. Quotier, sautant à terre, court s'agenouiller devant son libérateur, lui exprimant sa reconnaissance. Mais Li Pao l'interrompt. Aujourd'hui, dans la paix profonde, les lettrés sont tout-puissants. Mais vienne le temps des troubles, les guerriers auront, à leur tour, le pouvoir du bien et du mal. Et je suis sûr que vous ferez le bien. Il entraîne son nouvel ami, encore étourdi de surprise, jusqu'à la table du festin que les autres convives animaient déjà de leur rire. Quelques instants plus tard, des appels de trompettes et des éclats de gong se font entendre de nouveau. Tout le monde se précipite vers les panneaux ouverts des fenêtres.
Mais cette fois, la foule reste silencieuse, et pas une acclamation n'accueille le cortège, à la tête duquel chevauche un gros homme vêtu de somptueuses robes, et dont le cheval peut à peine soutenir le poids. Un héros de la cour précède, agitant un drapeau bordé d'or, et crie: Place, place au nouveau prince seigneur du fief de Tongping. Il y eut un murmure dans la salle. Ngan Luchang, possesseur d'une partie de l'Empire. Voilà qui est curieux. Quotier regarde avec intensité le visage du barbare et dit à voix basse: Ainsi, voilà ce Ngan Luchan. Quelle est donc sa valeur pour qu'aujourd'hui un fief lui soit donné? Son visage porte les marques profondes de la rébellion. Celui-là, croyez-moi, bouleversera l'univers et l'Empire. Son cœur sauvage est celui d'un loup. Chut! Prenez garde! Dit un voisin. Il est puissant, que personne ne vous entende. Les convives retournent silencieux à leur place, et, pendant quelques instants, les liqueurs restent dans les coupes. L'heure approche d'ailleurs de la séparation. Alors, Li Pao se lève et dit avec mélancolie: J'envie votre départ, ô ami. En franchissant le seuil de ma porte, je contemple les montagnes du sud, et mes pensées, guidées par elles, sont, comme elles, sans limite. À leur élégante couleur, il est difficile de donner un nom. Azur, vert de martin pêcheur, couleur de soleil dans les yeux. Par moments, de blancs nuages s'élèvent. Les espaces célestes se déroulent noblement. Dans mon cœur, il en est de même, et je me laisse aller à un enthousiasme insondable. Quand pourrai-je enfin devenir un obscur ascète et dissimuler la trace de mes pas afin de méditer en paix au sommet du plus haut de vos pics, ô montagnes? Quand les murmures d'appréciation se sont tus, le prince de Zhuyang se dresse et dit d'un ton solennel: Au nom du Seigneur des 10 000 années. Chacun se lève aussitôt. Le prince tire de sa poitrine une enveloppe de soie carminée de la couleur impériale et annonce encore: Un message du Seigneur notre roi pour l'immortel roi Ochechang. Celui-ci, aussitôt, s'agenouille. Le prince debout continue. Notre maître, ayant reçu en audience solennelle le plus savant des membres de la forêt des pinceaux, m'a spécialement chargé de lui remettre au milieu de vous tous, au moment où nous le quitterions, un poème d'adieu qu'il a fixé de son pinceau sacré, en témoignage de regret et d'estime. Écoutez tous. À roi Ochechang, qui se retire du monde. Tu nous quittes au plus haut de ta gloire pour te fondre dans la voie. Dans la sagesse de ton grand âge, tu déposes enfin tes épingles de tête. Mais nous, comment ne pas déplorer le départ du plus sage de tous les hommes? Quel est l'homme qui aura l'élévation et la pureté de ton cœur? Déjà, au cours de tes fonctions, je l'avais remarqué, un souffle mystérieux t'animait. Il t'entraîne à quitter le monde à présent, à dépouiller tes vêtements de pourpre. Solitaire désormais, tu prendras ta nourriture sous le portique azuré du ciel, pendant que tes amis, assemblés, clameront toujours leur chagrin profond d'être privés de toi. Chapitre 12. Devant mon lit, l'éclat de la lune brillante se répand, pareil à la gelée blanche sur le sol. Je lève les yeux pour contempler l'astre lunaire. Alors, je pense à mon village natal, et ma tête s'incline. Li Pao. À l'abri des rideaux transparents de l'alcôve, Bracelet de Jade repose dans la joie du bonheur reconquis. Mais son sommeil est agité. Son âme inconsciente, qui veille sans cesse, est inquiète, et voudrait s'attacher à jamais celui dont l'amour la brûle. Elle redoute les poisons de lassitude inexpliquée qui corrompent trop souvent toute chose dans les replis les plus profonds du cœur humain. Elle rêve, enfin, de surprendre son ami par un aspect imprévu d'intelligence ou de beauté, par une séduction inattendue qui précipiterait le cours trop paisible d'une passion déjà ancienne. Son corps retombe tout à coup, immobile, car son âme amoureuse et craintive, délivrée, a brusquement quitté la terre et vole maintenant dans l'azur sombre de la nuit, jusqu'au palais de la passion, la lune, qui brille comme une cymbale dans le vide. La douce fée Chran Gao, la toute belle, l'aperçoit dans la clarté pure que la poussière du siècle ne peut ternir.
Elle descend en souriant les marches de son trône, suivie de ses deux favoris, le lièvre de jade, qui prépare ses filtres d'amour dans un mortier de diamant, et le crapaud d'or, dont les chants cristallins ravissent l'immensité nocturne. Devant le palais, sous un bosquet d'arbres saules, de canneliers, de cinabres et d'ormes argentés, des coussins forment une couche aux mille couleurs vers laquelle la fée conduit sa visiteuse. Bracelet de jade veut s'agenouiller, mais Chran-Gao la retient. Ton âme passionnée t'élève déjà bien au-dessus de l'humanité. La profondeur de tes sentiments, ainsi que leur durée, te vaudront d'être un jour une des nôtres, une immortelle. D'ailleurs, n'es-tu pas l'épouse du maître de la terre? Assieds-toi, assieds-toi donc près de moi. Je t'ai fait venir pour te donner ce que tu désires. Pendant qu'elle parle, survient une troupe de jeunes femmes d'une beauté inexprimable, ornées de vêtements transparents sur leur corps impalpable. Les unes portent des instruments de musique, d'autres des écharpes de danse. Le prélude d'une mélodie rare se fait entendre. Les voix des immortels s'élèvent, impeccables et bouleversantes. Les danseuses évoluent. C'est l'hymne des robes diaprées et des écharpes de plumes. Ne l'oublie pas. Avant que Bracelet de jade, grisé d'harmonie, puisse remercier la fée, l'univers brusquement s'assombrit autour d'elle, et la dormeuse, accoudée, se réveille dans sa chambre silencieuse où, par-delà le brouillard épais des rideaux du lit, vacille la faible lueur d'une veilleuse. Dans sa crainte qu'un bruit humain vienne abolir la vision céleste, elle se lève et s'enveloppe frileusement d'une large robe vert pâle lamée d'argent. Puis, elle penche, vers la flamme de la veilleuse, la mèche d'un flambeau de cire pourpre, et s'assied devant la table. Par les panneaux des fenêtres, grands ouverts sur les jardins, des lucioles de feu entrent et volettent, pareilles à des étoiles éparses dans la nuit. Elle se pose sur les fleurs qui s'épanouissent dans les vases d'or ciselés. Les pétales, aux nuances délicates, semblent alors émettre une lumière magique. Puis, effrayée soudain, elle tourbillonne pour aller piqueter de points de feu la ligne des sculptures sur les panneaux ajourés. Mais Bracelet de jade ne les voit pas. Elle avait déjà broyé l'encre sur la pierre creusée et, sur un papier couleur de pêcher en fleurs, elle trace rapidement les idéogrammes sacrés qui renferment toute la vie de l'âme, pensée, poésie et musique. Quand une clarté grise blanchit le ciel à l'orient, annonçant la venue prochaine des feux de l'aurore, l'impératrice écrit encore. Le soleil s'est échappé de sa demeure nocturne. Ses rayons d'or illuminent le monde. Les suivantes impériales, entrant à tout petits pas pour épier l'éveil de leur maîtresse, restent immobiles de surprise, car des feuillets de papier jonchent le sol, et le flambeau de cire brûle toujours en grésillant. Bracelet de jade a fini. Elle se retourne. Vite, toi, éternel renouveau, cours prévenir Li Kuan-Yen, notre maître de musique, qu'il vienne sans retard. Et toi, prunier en fleurs, va prier Kao Liché de dire au Fils du ciel que je donne une fête ce soir dans le palais qui domine l'univers. Faites aussi prévenir nos amis les poètes, car le souvenir de cette soirée doit être impérissable. Elle presse si bien ses suivantes que sa toilette est achevée quand Li Kuan-Yen, suivi des frères du verger des poiriers, se présente devant la terrasse. La jeune femme sort aussitôt, tenant à la main les feuillets où son œuvre est notée. Recommandant le silence et le secret aux musiciens, elle les entraîne dans un coin reculé des jardins, sur un haut pavillon bâti au coin de la muraille.